Bonjour à tous, ça y est, on a 1 minute de retard, mais on est là, on vous accueille avec le sourire. Merci d'être tous ici, d'avoir répondu présent pour ce webinaire de l'annuaire QVT. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est booster son leadership en s'inspirant des sportifs ou du sport de haut niveau. Donc je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT. Un outil de référencement de professionnels dans le milieu de la qualité de vie au travail. On œuvre en France pour aider les dirigeants, les entreprises, les organisations, les collectivités territoriales, les élus à améliorer la qualité de vie au travail sous toutes ses couleurs. Donc aujourd'hui, j'ai invité à cette table ronde qui va être particulièrement dynamique, une table ronde de champions, effectivement. L'actualité JO m'a vraiment inspirée, m'a plongée moi dans le sport dont je suis passionnée et je suis également sportive. Donc j'ai voulu traiter ce sujet voilà, du sport en entreprise et surtout parler de leadership. C'est l'hiver, on est peut-être un peu ragoupou-gris en ce moment. Donc là, ça vient redonner un petit coup de boost. Et j'ai invité pour ça des champions qui ont marqué l'histoire du sport et aujourd'hui, voilà, qui marquent aussi l'histoire de l'entreprise. Donc, je vais accueillir sur cette table ronde Hervé Touré, Jérémy Boutrin et Angèle Chelala. On va rentrer dans les présentations un peu approfondies juste après. Je vous laisse un peu le temps, moi, d'arriver, d'accueillir tout le monde. Donc là, on a tous nos intervenants qui sont prêts. Je vais, avant de lancer vraiment le sujet, vous exposer quelques règles par rapport au webinaire. Donc, tous les participants, vous êtes connectés, vous nous entendez, vous nous voyez aussi. Vos micros et vos vidéos sont coupés parce qu'on est beaucoup et que ça évite un petit peu les bruits parasites. Moi, d'ailleurs, je vais couper mes petits bruits parasites parce que j'entends la cloche qui sonne. Donc, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer de façon orale ou visuelle, mais vous avez par contre un chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je suis là pour le regarder. Vous pouvez aussi échanger entre vous. Donc, vous utilisez ce chat sur le côté. N'hésitez pas à faire un petit bonjour. Je vois, voilà, Imen, Victoria, Jennifer, Sébastien, Ludivine, Magali qui est en train de nous dire bonjour aussi. Vous pouvez nous dire un petit bonjour. Utilisez-le. Et également, vous avez un onglet questions dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos intervenants durant le webinaire. Et on se réserve 15 minutes à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, effectivement, ça va être un peu compliqué pour nous de répondre à vos questions pendant qu'on est en train d'échanger lors de ce webinaire. Mais on s'est vraiment réservé 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, même si pendant le webinaire, vous avez des questions qui viennent, notez-les dans cet onglet questions, on y reviendra. Voilà, donc si c'est OK pour vous, je vous laisse taper un petit OK dans l'onglet chat. Ça me montre aussi que vous avez pris en main l'outil et puis on va pouvoir y aller. Super, je vois qu'il y en a qui ont joué le jeu. Super, merci beaucoup à tout le monde d'avoir joué le jeu. C'est OK pour vous. Super. Et bien alors, on va y aller. On rentre dans le sujet. Booster son leadership en s'inspirant du sport de haut niveau. Alors, je vais laisser la parole à nos intervenants pour se présenter d'une manière assez courte. N'est-ce pas, Angèle? Vous m'entendez, c'est bon? En premier, comme ça, tu vas pouvoir griller le temps de tous les autres. Si vous m'entendez, c'est good. Alors, c'est pas évident, c'est un exercice vraiment très difficile pour nos intervenants de présenter en 1 minute 30, je leur ai demandé, surtout pour des personnes qui ont un parcours un peu atypique et surtout un poste aussi atypique que Feel Good Leader chez OnePoint et qui a un parcours sportif aussi assez important. Je te laisse te présenter, Angèle. Bonjour à tous, merci beaucoup Sonia. C'est la deuxième fois qu'on fait une intervention ensemble, c'est toujours de qualité et c'est avec un grand plaisir que je réponds. Je vais la faire courte. Alors pour ma part, j'étais athlète de haut niveau en athlétisme. J'étais en équipe de France, j'ai eu la chance de faire plusieurs sélections dans le jeu de la francophonie, la Coupe d'Europe et j'ai fait
J'ai fait des podiums français de 2013 à 2016, en premier ou deuxième. Et depuis 2011, avec mon parcours sportif, en même temps que mon parcours sportif, j'ai eu l'opportunité de rejoindre OnePoint, dont je parlerai après, où je suis devenu Feel Good Leader. Donc, je m'occupe en vrai de tout ce qui est sport, bien-être, santé, agriculture, et je vous expliquerai en détail plus tard. Donc, voilà. Déjà, dans ton intitulé de poste, il y a leader, donc vraiment, ça, moi, c'est bien pour ça que je t'ai invité sur cette table ronde, parce qu'on va passer du leader des podiums au des pistes, leader voilà, du groupe OnePoint, et tu nous expliqueras un peu plus, si tu veux, tout à l'heure, Avec plaisir. ce que ça représente. Hervé, je te laisse la parole, si tu veux bien te présenter aussi, en 1 minute 30. Allez, Le challenge. Donc, salutations, je m'appelle Hervé Touré, je suis initialement donc, basketteur professionnel. En résumé, 19 clubs, 8 pays, 3 continents. J'ai eu la chance de pas mal voyager, de prendre des titres nationaux, internationaux, international français en 5-5 et en 3-3. Et aujourd'hui, je suis donc sur cette fin de carrière, début de reconversion, où je suis encore actuellement dans une équipe de 3-3 et je fais le World Tour, je suis médaille du monde de 3-3. Et en parallèle de cela, j'ai créé Life Extend, qui est donc une solution qui va réduire l'absentéisme en entreprise. Elle est basée sur une IA prédictive des risques de santé. Et en gros, on accompagne par 2 leviers. Un, des formations gamifiées, où on va faire monter en compétences sur les notions de santé par le jeu, les mécaniques de l'enfance. Et de l'autre côté, on a un outil qui a été validé via un essai clinique qui va du coup traquer les risques de TMS et donc s'assurer que les travailleurs font les bons démarrages de manière personnalisée, avec des reportings adaptés pour être certain que tout le monde soit en qualité de vie en travail optimisée, en bonne forme et en bonne santé. Merci Hervé. Sacré pitch et présentation de ton parcours. Bravo pour l'exercice, c'est pas évident. Et je passe à Jérémy, notre athlète olympique de cette table ronde. On s'est connus sur les pistes d'athlétisme à Grenoble. Et je te laisse la parole et te présenter également. Salut Sonia, salut tout le monde. Merci de me recevoir du coup pour la première fois pour ma part. Donc on va essayer de s'en sortir comme on peut. Voilà, ça me fait en tout cas bien plaisir de participer à ce genre d'exercice et de pouvoir partager mon expérience. Donc je m'appelle Jérémy Boutrin, j'ai 33 ans et donc moi je suis athlète en équipe de France de bobsleigh. J'ai commencé en 2010 et j'évolue sur le circuit Coupe du Monde depuis 2012. J'ai environ à peu près 70 sélections en équipe de France. 4 participations en championnat d'Europe, 5 participations en championnat du monde et j'ai participé aux Jeux Olympiques 2014 à Sochi en Russie. Voilà, je suis actuellement sur la fin de carrière sportive, donc on va en parler un peu plus tard dans le déroulé. Et en parallèle, j'ai obtenu un diplôme de masseur-kinésithérapeute en 2020. Et donc, actuellement, j'exerce sur Lyon en qualité de remplaçant pour l'instant, en attendant de m'installer de manière durable dans un cabinet. D'accord. Merci Jérémy. Et il y a encore justement, du coup, c'est une nouvelle page à écrire et je pense que justement tes expériences vont pouvoir aider beaucoup. Je vous remercie pour ces présentations. C'est assez impressionnant vos parcours et de me retrouver à cette table ronde virtuelle autour de champions comme vous. Vraiment, là, je rougis. Donc, ces échanges vont se construire autour de 3 vraies parties. La première, dans laquelle on va rentrer, c'est vraiment cette notion de leadership. Qu'est-ce que c'est ? On va apporter un éclairage ensemble là-dessus. Ensuite, on parlera de cet esprit d'équipe, de comment se préparer à aller chercher des victoires, des résultats, des objectifs qui sont vraiment transposables du monde du sport au monde de l'entreprise. Et enfin, on ira chercher chez vous des témoignages sur tout ce qui est sujet de résilience, agilité, rebond, etc. Parce que justement, pour des leaders, je pense que vous avez des choses à dire et à partager. Donc, je sais que dans le monde du travail, parce que du coup, moi, je baigne beaucoup dans la sphère RH et qualité de vie au travail au quotidien, et je suis souvent en contact avec des recruteurs.
Et on me dit que comme sportifs de haut niveau, quand même, ce sont des super éléments pour les entreprises. Mais alors pourquoi ces sportifs sont des si bons éléments? Pourquoi ils ont un leadership intrinsèque? Angèle, je vais m'adresser à toi en premier. Je sais que tu es toi-même leader. Ton poste s'appelle Feel Good Leader, donc c'est toujours une intrigue ce poste-là. C'est un poste qu'on entend parler, dont on entend parler dans toutes les entreprises. Et qu'est-ce que c'est donc ce poste de leader déjà, et comment on peut définir un bon leader et avoir un leadership intrinsèque? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour ma part, je vais juste te faire le parallèle et j'ai expliqué le poste de Feel Good Leader et pas Chief Happiness Officer. Tout simplement parce que nous, on a une organisation chez OnePoint assez à plat. Et le Chief et Officer, c'était très hiérarchique. Dès qu'on dit Chief Officer, c'est vraiment militaire, c'est très hiérarchique. Et nous, on ne voulait pas ça. On voulait dire Feel Good Leader dans le sens où on met les choses en place, on met tout à disposition, on connecte les gens entre eux. Il y a une grosse notion d'empowerment pour que les gens se sentent à l'aise. Alors que Chief Officer, c'est très top-down, donc tu fais ci, tu fais ça. Donc, on voulait vraiment approfondir ça. Et après, moi, je dis souvent que le leadership, ce n'est pas une position ni un titre. Pour moi, c'est l'exemple que tu donnes ou les actions qu'on prend. C'est vraiment, j'ai toujours une image dans la tête qui est le leader, c'est celui qui se met devant et qui tire la charrette, on va dire, plutôt derrière, qu'il faut être déjà. C'est une image que j'avais vue il y a longtemps et que je garde toujours en tête. Et chez OnePoint, et pour ma part, comment je pourrais le définir, parce que je pense que Hervé et Jérémy, c'est quelque chose de différent pour eux. Pour ma part, c'est être un peu, chez nous, dans l'expérience, c'est être un maillon de l'expérience collaborateur. Donc, du coup, par ce background sportif et cette manière de gérer le stress, je ferai un petit parallèle sur le stress après, c'est un peu un maillon de l'expérience collaborateur pour mettre les gens en relation, pour les faire connecter les uns les autres et un peu les éclairer. Il y a un rôle transverse. Un rôle transverse dans le sens où il y a différentes entités, business units, communautés dans des sociétés. Donc, faire le lien les unes les autres pour pas avoir ce silotage, entre guillemets. Et moi, je dis souvent que je suis un rond-point. C'est-à-dire que je suis très accessible et je suis toujours en mouvement. Je suis toujours en mouvement. On dit souvent de OnePoint que c'est une société apprenante et en mouvement et que les gens le retransmettent. Et que moi, par mon parcours sportif, forcément, l'idée, c'était de connecter les gens. Donc voilà, un rond-point un peu de cette expérience collaborateur. Donc le leader, je le verrai comme ça. Toujours devant et qui prend avec son bouclier, qui prend la prise en premier, mais le background fait qu'on peut toujours aller de l'avant. D'accord. Donc, si je dois retenir des qualités requises pour être leader dans une entreprise et que le sportif amène forcément, c'est cette capacité justement à prendre sur ses épaules aussi et à motiver et à donner l'exemple. À donner l'exemple, une sorte de résilience, parce qu'on sait pertinemment avec le sport, et une phrase qui n'est pas de moi, mais que je reprends beaucoup en anglais, qui est repetition leads to perfection. C'est pas dire qu'on va y arriver, mais à force de répéter, c'est comme moi je parlais avec Hervé, à force de shooter, à force de courir, et ben on atteint cette perfection. On l'atteint pas, mais on arrive à un niveau où on l'optimise. Et je pense que pour motiver les gens, c'est pareil. On va se prendre un nom, on va y retourner, on prend un truc, on va les motiver jusqu'à que ça passe. Et au bout d'un moment, il y a toujours ce côté humain qui prend centre. Et pour moi, un leader, c'est ça, il est capable de ramener l'attention vers lui, être très humble, très posé et passer les bons messages. Et il y a une vraie qualité de persévérance là-dedans. Ah oui. Clairement. D'accord. Merci Angèle pour... Ah, j'entends un micro chez quelqu'un, c'est étonnant. Bon. Du coup, je vois que chez OnePoint, on a vraiment ce côté leadership incarné vraiment dans les valeurs. Et je pense que ton employeur, le directeur de OnePoint, il a choisi la bonne personne, effectivement, pour incarner ce leadership. C'est vraiment un métier qui a dû être fait pour toi sur mesure. Ah, mais j'ai eu de la chance. Il n'y a pas de, comme on dit souvent, il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rencontres et des opportunités. Et je pense que c'était un bon moment parce que l'opportunité qu'on me donne en 2011, j'ai encore quelques années d'athlétisme, j'arrête en 2016, 2017. Ouais. Et pour faire ce shift, on en parlera après. Et c'est des choses que j'ai ressenties à ce moment-là. Et du coup, la société prenait un shift, on déménageait, on changeait de système de management. Et c'était un bon challenge. C'était le parfait moment pour dire, OK, je passe d'une intensité qui est entraînement, voyage, on passe notre temps dans les aéroports, dans les hôtels, pour faire ce shift-là très intense,
dans une société qui va être en mouvement et qui va être en train d'accélérer et qui va avoir cette même intensité-là. Parce que ce qui est très dur pour les sportifs, je trouve, hein, c'est vraiment avoir cette intensité-là et redescendre et dire, OK, maintenant je suis lambda, sans critiquer rien, je comprends. que je redescends à niveau. Comment je me remotive? Donc, c'était parfait à ce moment-là. Et pour faire un rebond sur les valeurs, nous, on a 5 valeurs qui sont l'ouverture, l'engagement, l'authenticité, l'élégance et le courage. C'est 5 valeurs un peu qui font le socle de OnePoint. Et je les retrouve en tant que sportif. Donc, du coup, c'était assez facile pour ma part, du coup, pour faire le shift. Il y a eu des moments, des hauts et des bas, bien sûr, on oublie, on se dit, c'est pas aussi intense, qu'est-ce que je vais faire, je vais m'ennuyer, mais ça se rebalance. D'ailleurs, Angèle, ça me fait, ça me fait le lien vers ma passerelle vers la prochaine question et le prochain intervenant. Merci. Je révisais avant de venir. Cette intensité dont tu parles, qu'il y a chez les sportifs de haut niveau et pendant toutes ces années de cette carrière, toutes ces années d'entraînement si effréné, je sais qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau finalement qui se reconvertissent ou en tout cas qui poursuivent leur carrière d'une manière très intense dans l'entrepreneuriat parce que le monde de l'entrepreneuriat offre, on va dire, cette intensité-là et ce côté, il faut y aller, etc. Et là, forcément, je me tourne vers Hervé, qui lui-même incarne l'entrepreneur suite à sa carrière de sportif de haut niveau. Donc, j'imagine, Hervé, que tu retrouves aussi ce côté très sport, en fait, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Et est-ce que... et pourquoi, en fait, selon toi, les sportifs de haut niveau sont si... incarne autant ce leadership et cette détermination et il y a ce côté vraiment très entreprenant finalement dans les choses. Tout à fait, et je vais rebondir un peu sur des choses qui ont été dites, mais c'est en pleine cohérence. Le sportif, j'en avais parlé très brièvement avant l'entretien, mais à mon sens, l'un des diplômes les plus durs à obtenir, c'est de devenir sportif de haut niveau. Au vu du nombre de personnes qui souhaitent le devenir et du nombre de personnes qui le deviennent. On l'oublie, mais quand on prend des chiffres, de loin, on est sur certainement le métier le plus dur à obtenir. Et en bout de cycle, en fin de cycle, le sportif est résilient, résistant, endurant. Donc, comme il a l'habitude de marcher sur un fil parce que chacune de ses décisions vont l'amener à continuer sa passion ou à s'arrêter, il est obligé de regarder à l'avant et d'optimiser tout ce qui est possible. Donc, on arrive finalement sur un niveau de compétition qui est tel qu'ensuite, on peut embarquer tout le monde. Moi, je vais parler pour mon côté sport collectif. C'est un sport à 5, le basket. Et dans le 3-3, c'est un sport à 3, à 4. On ne peut pas gagner seul. Donc, il faut embarquer l'équipe et il faut embarquer tout le monde dans la même direction. Ça demande sacrifice, exigence et ça crée le cuir épais. Et finalement, la raison pour laquelle, à mon avis, aussi bien en tant que prestataire extérieur, ce que je fais aujourd'hui, ou intégré dans une entreprise comme Angel, le point fort est vraiment d'être capable de résilience pour adapter toutes les nuances vers la même direction. Ça, c'est vraiment, à mon sens, avec sourire et abnégation, évidemment, et ça, c'est vraiment, à mon sens, le point crucial d'un sportif de niveau en apport à une entreprise. C'est quelque chose qui... Ouais, le leadership est une combinaison gagnante, à mon sens, d'une carrière réussie et l'entrepreneuriat en est une simple extension. Et justement, Hervé, tu nous as posé complètement dans ta manière d'amener la chose. On a envie de dire oui, oui. Non, mais voilà, j'en parle avec une certaine passion parce que pour alimenter un peu le fil, j'ai mené un peu ma carrière avec deux variantes. J'ai toujours été sportif, même depuis tout petit, et j'ai toujours monté des boîtes. Donc, en fait, aujourd'hui, Life Extend, c'est ma 3e structure. En 2007, j'avais déjà une première entreprise, en parallèle du basket. En 2010, j'étais sur une 2e, mais je préparais déjà la 3e, etc. Donc, j'ai toujours ce côté entrepreneuriat. Pour moi, c'était très riche et nourrissant parce que je me nourrissais du quotidien, que j'exportais dans le basket pour me détendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression, et comme l'a dit Angel, on vit sur un fil. Hein. Je veux dire, si on tombe de fil,
Si on est en première division et que ça se passe mal, on passe en deuxième ou troisième division. Pour remonter, c'est pas possible. On monte difficilement, on descend très facilement. Donc, on est vraiment happé par ce fil et on regarde toujours vers l'avant pour aller choper le fil le plus haut. Donc, les deux m'ont alimenté, nourri et tranquillisé. Le fait de faire du sport au quotidien, d'être concentré sur les missions, sur les objectifs de carrière et de titres, parce que je courais après les titres, le fait de faire autre chose à côté, ça m'a stabilisé, ça m'a tranquillisé. Et donc, mon après-carrière avait déjà commencé en 2010, réellement, parce que je commençais à créer les fondamentaux de Life Extend. Et finalement, aujourd'hui, ce que je partage avec les structures que j'accompagne, pour ne pas les citer, c'est vraiment ce côté, on va prendre vos variantes, vos dominantes, vos compétences, vos freins, vos leviers, et on va l'orienter vers la même direction, à savoir réduire l'absentéisme, la bonne manière et le bon angle. D'accord. Merci Hervé. On a débordé même sur d'autres sujets qui viendront après, mais c'est pas grave. C'est ça aussi la beauté du sport en live, de cet exercice de table ronde avec des intervenants qui ont énormément de choses à partager. Et pour boucler justement cet éclairage sur le leadership versus le sport de haut niveau, je vais me tourner vers Jérémy qui est vraiment lui en pleine période d'arrêt de carrière de sportif de haut niveau, même si je pense en fait qu'on n'arrête jamais parce qu'on incarne toujours ces valeurs-là et c'est en nous, et comme tu le dis très bien Hervé, c'est là et on le porte dans tout ce qu'on fait. Et justement, toi Jérémy, ta future carrière professionnelle, est-ce que tu penses récupérer en fait aussi des choses du sport de haut niveau, et quelles sont les qualités qui pour toi sont essentielles pour poursuivre? Ah ouais, c'est un petit peu peut-être différent du monde type de l'entreprise, comme on peut le connaître en général. Moi, donc du coup, je me dirige vers une profession libérale, mais après, ça peut mener à des formes d'entrepreneuriat aussi, avec l'ouverture d'un propre cabinet à terme, où du coup, ça fait intervenir pas mal de choses. Il faut aussi un petit peu d'innovation pour se démarquer de certains cabinets, même si c'est quand même un milieu où il y a aussi un petit peu de concurrence. Donc, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat à terme. Donc, je pense que ma carrière de sportif de haut niveau, évidemment, comme on l'a dit, elle va glisser tout doucement vers la transition d'une activité professionnelle. Et je pense qu'en premier lieu, et ça, Angèle et Hervé l'ont bien illustré, c'est vraiment la qualité de persévérance et de combativité qui fait en fait qu'on a vraiment envie d'aller au bout des choses, de ce qu'on entreprend. Quand on décide de faire un truc, on n'a pas envie de lâcher. Évidemment, c'est jalonné d'échecs quand on décide d'entreprendre des choses. Et donc, je pense que ça, pour mener une carrière sportive relativement longue, mener vers le succès, la persévérance, c'est vraiment un pilier de base pour moi. Et ça se retranscrit pas mal dans le milieu professionnel aussi, quand on veut arriver à des objectifs qu'on s'est fixés. Et ensuite, je dirais, en parallèle de ça, c'est aussi de la rigueur, de la discipline. On n'arrive pas à réaliser les objectifs qu'on s'est fixés sans cette facette-là, parce que il faut être voilà, c'est un petit peu scolaire, mais il faut être sérieux, faut être discipliné dans ce qu'on fait, parce que c'est ça qui mène au résultat. Si j'essaye quelque chose et que je mets pas tous les moyens que j'ai en ma possession pour y arriver, on n'optimise pas, et du coup on n'arrive pas à parvenir en fait ce qu'on veut. Donc ça, évidemment dans le sport, mais dans le milieu du travail, c'est aussi valable. D'accord. Du coup, moi, je vous entends comme ça, j'ai envie de me dire, mais ok, dans le sport, on développe ses compétences, et en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle les soft skills dans le monde de l'entreprise. Et on le développe dans les entraînements pour se préparer à des compétitions, etc., dans le sport de haut niveau. Donc, quand on arrive dans le milieu de l'entreprise, finalement, c'est des choses qui sont là. On sait que le sportif de haut niveau, il les a, ces valeurs du leader. Est-ce que vous pensez que une personne d'entreprise, voilà, un manager qui n'est pas sportif de haut niveau, qui n'a pas fait du sport de haut niveau, peut quand même améliorer ses compétences-là et être un bon leader?
Et comment on ferait pour justement, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir ces valeurs-là, cette détermination, cette rigueur, cette exemplarité, cette facilité relationnelle aussi, d'après ce que Angèle nous disait. Est-ce que on est capable de l'améliorer, même si on n'est pas sportif de haut niveau? Ah oui, moi je pense que ça s'améliore parce qu'il y a des très bons orateurs qui font des speeches incroyables, qui sont pas sportifs de haut niveau, mais qui ont réussi à faire ce shift-là. On peut forcément l'améliorer parce qu'il y a un apprentissage constant. Moi, j'ai appris les rouages un peu d'entreprise sur une sorte de formation continue à travers mes 10 années dans la société, en participant à des meet-ups, en écoutant, en lisant certains livres, en prenant les conseils de certaines personnes pour avoir le vocabulaire. Parce que j'ai appris, à la base, j'ai fait des études de sports management et du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Et un manager ou un leader peut prendre en compte, en s'entourant déjà, en s'entourant et en ayant cette ouverture d'esprit. Parce que, faut savoir lâcher du lest en disant, OK, j'ai fait confiance, ça commence le 31, ça commence le 1er, ça rentre le 31, je fais confiance. Et se laisser aller là est très, très, très important. Le mettre partir comme me dit Mathieu, qui est un partenaire RH chez nous, partir du principe que l'autre a raison et laisser cette confiance-là. Et après, oui, ça s'améliore. Pour moi, c'est un apprentissage constant. Et c'est de la répétition, justement. C'est ce que vous disiez. Hervé t'en a parlé tout à l'heure et Jérémy aussi. C'est de la répétition et de la détermination, en fait. Après, je me permets de rebondir sur la question et finalement, comme parlait de shift, disait Angèle, pour les personnes qui n'ont pas ce passif de sportifs de haut niveau, qui n'ont pas toujours joué vraiment un peu leur vie sur le fil, quoiqu'une carrière d'entreprise, parfois on met aussi sur le fil, mais je pense qu'à mon sens, tant que la personne elle est pleinement alignée entre soi, ses ambitions, ses valeurs et son projet professionnel, grosso modo, il a le leadership pour inspirer tout le monde et embarquer toutes les équipes dans la même direction. Je pense qu'au final, même une personne qui n'a pas le background sportif, tant qu'il a vraiment ces 3-4 piliers vraiment pleinement alignés, tout le monde le suit de manière spontanée, naturelle, et le non-verbal même part de lui-même. Les gens l'oublient, mais le non-verbal donne beaucoup d'informations. Et la sérénité, quand on est vraiment en pleine phase avec ce qu'on souhaite faire, c'est juste inspirant et ça donne des ailes. Mais du coup, je continue parce que je vois les minutes défiler, donc j'avance assez rapidement dans mes prochaines questions. Sinon, on est là toute l'après-midi, non? Ouais, on peut rester des heures et des heures. Juste pour rebondir sur Magali Aldor qui dit quelle est la nuance entre manager et leader? Pour moi, à titre perso, moi, un leader, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui va prendre les devants et qui va se prendre les foudres et qui va dire ah ok, c'est pas grave, on va y aller. Alors qu'un manager, souvent, il reçoit les ordres, il distribue et il n'y a pas cet échange. Ouais. Ça, c'est mon. Angèle, la réponse aux questions, c'est à la fin. Je sais pas, j'ai vu des questions passer, j'ai répondu. Oui, je vois bien. Mais c'est toute cette beauté justement de l'instantané que j'apprécie, et c'est l'authenticité de nos échanges qui font qu'on apprécie aussi faire ce genre d'exercice ensemble. Ok, donc, tu peux me sauter sur la question d'après. Saute-moi sur la question d'après. Ouais, on répondra aux questions qui sont dans le chat à la fin du webinaire. Mais c'est vrai que c'était bien amené. Hervé, moi j'ai une question pour toi justement parce qu'on parle de leadership et en fait, quand on parle de leadership, on parle forcément équipe. Angèle nous a rappelé cette image du leader là, qui est devant et qui embarque tous ses collègues en tirant une charrette là. Hervé, sur le papier, en fait, t'es celui qui a pratiqué un sport de haut niveau collectif. Même si on reviendra sur Jérémy qui était athlète, qui était sprinter et qui est passé sur du bob, et je pense qu'il y a une belle transition à faire entre ce sport individuel et très collectif finalement, parce qu'un équipage c'est un ensemble de collectifs. Mais Hervé, est-ce que tu pourrais nous parler s'il te plaît ou témoigner de ce qu'est la place d'un leader au sein d'un collectif, comment aussi un leader embarque, comment on crée un vrai état d'esprit d'équipe
Et ouais, quelle est la place du capitaine dans l'équipe, dans le collectif? Alors, moi, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit dans ma carrière. Et dans les deux cas, ça se résume à une chose, le vestiaire. Dans le sport co, j'ai des amis footeux, j'ai des amis dans différents sports, et ils vous le diront très bien, il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance d'un vestiaire. Un vestiaire, il peut décider de vie ou de mort sur un coach, et peut donner l'énergie sacrificielle nécessaire pour aller chercher un titre national, international, etc. Donc, le vestiaire, c'est la clé. Et pour créer ce lien, moi, j'ai deux images en tête, deux clubs, un en Italie et un au Venezuela, où finalement, les managers avaient parfaitement compris ça et avaient un peu intégré dans la culture le fait d'embarquer tout le monde de manière intelligente. Je prends le dernier club que j'ai fait en 5-5 à l'étranger, Guaroselara, où je gagne un titre continental. Concrètement parlant, il y avait une phase où avec des joueurs, ça ne passait pas. Bon, ça peut arriver, et du coup, on ne s'entend pas. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé le moyen de faire, c'est qu'ils ont créé des events, des mini-events sur des endroits idylliques. Enfin, le Venezuela, je ne vais passer les détails, mais il y a des endroits, on passe sur un petit bateau, l'eau est à 1,10 m de hauteur, on descend, on marche. Il y a un bateau au milieu, il y a une grosse musique, il y a des gens qui viennent vous offrir des choses, etc. Mais tous ces moments-là, il nous les fait uniquement et qu'avec les personnes qu'on n'apprécie pas. C'est impressionnant. Et non, mais c'est très malin de leur part parce qu'au démarrage, c'était. Je reviendrai là-dessus si besoin, mais Venezuela, c'était finalement l'aboutissement de beaucoup de choses. Ça a démarré magnifiquement, très rapidement. J'ai perdu 2 joueurs à qui je m'entendais bien. Du coup, je me suis retrouvé contre un vestiaire, quasiment. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Parce que, voilà, ils parlaient même plus en anglais, ils parlaient qu'en espagnol. Je parlais bien espagnol, mais voilà, ils allaient même dans les dialectes. Donc, je me suis senti rejeté par le vestiaire et très, très dur. Mais j'ai tenu bon parce que j'avais cette ambition. Et donc, subtilement, intelligemment, le staff a mis en place des événements, comme ils font régulièrement, mais automatiquement, j'étais avec les joueurs avec qui je m'entendais le moins. Et en fait, naturellement, la magie a pris. Et un autre exemple, plus cool, en Italie, à Cantoux, c'est à côté de Milan. C'est un peu pour ceux qui aiment le foot, il y a Lyon et Saint-Etienne. Bah, il y a Milan et Cantoux. Voilà, c'est un peu les deux clubs au basket. C'est le derby le plus chaud d'Italie, sachant que je jouais à Milan et que je passais de Milan à Cantoux, donc c'était magnifique. Et à Cantoux, ils avaient une science de l'équipe que j'ai rarement vue. On est parti de Paris. Il y a beaucoup d'ego. On est parti sur des paris. Oui, sur les matchs d'Euroleague, c'est la Champions League du basket. Un tel va gagner, etc. Puis bon, certains Américains parient beaucoup d'argent. Et en fait, la règle qui a été instaurée, c'est que le perdant, il doit utiliser cet argent pour la collectivité. Et donc, ça a créé des pizza party. Donc, tous les mercredis, c'était pizza party grâce aux gagnants. Donc, il y avait même le petit espoir qui regardait le joueur qui avait payé en disant « Oh, elle est savoureuse cette pizza. Merci, vraiment, merci. » Et du coup, il y avait le soap party, parce que du coup, il offrait aussi avec l'argent du shampoing, de la notion. Donc, et il y avait un moment où il y avait une petite cérémonie où on remerciait, on applaudissait pour la personne qui a perdu. Et donc, ces moments collectifs-là où en fait, on va rigoler un petit peu de manière qui était à la base un petit défi entre deux personnes, a créé une énergie collective et une émulation collective dans les moments clés. Deux petits exemples qui donnent une illustration. Donc, transposé au monde du travail, voilà, c'est le leader, il est vraiment là pour créer aussi des espaces de cohésion, de liaison, et déjà de repérer, de voir où est-ce qu'il y a des choses qui couaquent pour pouvoir mettre en place des solutions, des moments de cohésion en dehors même du travail en tant que tel. Exact. Et célébrer les victoires ensemble, ça je l'ai bien retenu aussi, et c'est quelque chose que le leader doit vraiment incarner. Je vois les minutes défiler, c'est terrible. Jérémy, je passe. Du coup, Jérémy, moi j'avais vraiment une question pour toi que j'ai envie de poser parce que tu as la particularité d'avoir évolué en tant que sprinter en athlète, donc sur un sport, on va dire individuel. J'ai beaucoup de mal, moi, à dire individuel parce qu'en fait, il y a un staff autour, il y a une équipe et moi-même, quand j'ai pratiqué le sprint, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que de l'individuel, mais quand même, ta performance, elle est individuelle au moment où tu cours.
Je vois Angèle dire oui, donc c'est bon. Ah oui, la responsabilité, elle Mais est par sur contre, toi. vous avez une particularité, toi, tu as une grande particularité, Jamie, c'est que tu es passé sur du bob derrière et sur un équipage, du coup, à 4. C'est ça. C'est ça. Et C'est ça. tu es même allé avec cet équipage-là au jeu de Sochi. Et je me dis, mais comment, du coup, j'aimerais vraiment avoir ta perception du passage entre de l'individuel à du collectif. Et ouais, voilà, c'est vraiment un axe qui m'est intéressant, moi, de t'entendre là-dessus. Pardon. Bah, c'est vrai que moi, moi j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 5 ans, hein, en fait, et globalement, jusqu'à ce que je fasse la transition vers le bobsleigh, j'avais toujours pratiqué du sport individuel. Donc j'ai commencé avec le judo, j'ai enchaîné avec du tennis, et ensuite je suis arrivé à l'athlétisme. Et donc pendant plusieurs saisons, voilà, j'ai découvert le milieu de l'athlétisme, le sprint, donc quelque chose de très individuel. Et ça correspondait à ce que j'avais fait auparavant, donc ça m'a pas jamais déstabilisé, ça me plaisait. Et puis j'ai découvert en fait via l'athlétisme les relais. J'ai découvert les championnats interclubs où en fait chacun performe dans son épreuve, mais au service d'un club, puisqu'en fait le cumul des points réalisés avec la performance individuelle fait qu'il y a un classement interclub et en fait c'est tout ça finalement c'est une somme d'individualité qui va faire que qu'un collectif fonctionne. Donc c'était un petit peu la transition, j'ai un peu connu ça, et du coup ça m'a fait la transition vers le bobsleigh qui est un sport collectif. C'est un petit collectif, hein, c'est une équipe à 4, mais il faut savoir qu'en bobsleigh il y a un pilote autour duquel on construit une équipe, mais il y a des titulaires, il y a des remplaçants, donc au final on se retrouve assez vite à 9-10 mecs dans un collectif France. Et évidemment, pour préparer les compétitions en dehors de l'hiver, pendant l'été, on fait des stages d'entraînement. Donc, ça implique un regroupement sur plusieurs semaines. Et du coup, en fait, on essaie de faire prendre un petit peu, et Hervé l'a assez bien dit, en dehors de la performance et du jour de match, du jour de course, etc., on essaie de prendre un petit peu une mayonnaise qui fait que on va essayer de créer des affinités, on va essayer de créer de l'affection les uns les autres, à se porter mutuellement, pour qu'en fait tout ça, ça mène à une réussite collective. Parce que pour moi, j'ai vraiment ressenti avec les années d'expérience que si tu n'apprécies pas les mecs avec qui tu fais les compétitions qui font partie de ton équipe, eh ben, on n'a pas envie de se surpasser autant que si tu… alors, je reformule. Si tu évolues avec des gens que tu n'apprécies pas, tu n'as pas envie de te surpasser de la même manière que si tu apprécies les gens avec qui t'entourent. Tu as envie d'être bon pour toi, évidemment, mais tu as aussi envie, je dirais, de sublimer un peu les autres. Et en fait, ça marche que si tu es vraiment dans… Enfin, moi, je fonctionne un peu à l'affect. Je trouve que ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas cet aspect. Et donc, du coup, l'enjeu, par exemple, dans mon cas au bobsleigh, par exemple, pour la préparation des Jeux Olympiques 2022, là, qui ont lieu actuellement, toute l'année 2021, à partir du mois d'avril jusqu'à l'entrée de l'hiver en octobre, on a fait toutes les 4 semaines des stages d'une semaine de regroupement où, évidemment, on s'entraîne individuellement pour la préparation physique, mais aussi collectivement pour répéter les choses et essayer d'arriver vers la perfection du mouvement, mais aussi en prenant soin de garder des petits temps extra-sportifs où voilà, le soir, on va essayer de se faire un petit bowling. On va essayer de… Alors évidemment, on s'entraîne toute la journée, donc le soir, on est un peu KO, mais voilà, après manger, ça peut être par exemple se garder une petite heure pour faire n'importe quoi, un jeu de société, garder des choses qui vont essayer de créer des petits moments de complicité dans lesquels en fait on va pouvoir se retrouver le jour J de la compétition et dire mais en fait on n'a pas que du sport qui nous lie et ça renforce les liens et c'est plus fort. D'accord. Ouais, on revient vraiment sur cet état d'esprit de créer des moments de cohésion en dehors en fait du côté dur et rude de l'entraînement. Il y a une question très rapide. Ouais, Angèle, je voulais te poser moi une question en plus, mais vraiment rapide. Après, on va devoir passer très rapidement sur la dernière partie. Mais garde en tête ce que tu as, Angèle, et en même temps, je te pose une question et tu réponds peut-être sur les deux. Célébrer une victoire
en individuel, comme tu as déjà pu faire, Angèle, et en relais, comme tu as pu emporter des championnats très importants en relais. Qu'est-ce qui est le plus savoureux? Tu me poses une colle. Bah, en vrai, pour être honnête avec toi, au début, quand j'ai commencé l'athlétisme, je me disais, ouais, tout seul, c'est incroyable. Mais quoi qu'il arrive, quand tu l'as, tu célèbres avec tes amis derrière. Mais Ouais. quand tu célèbres en équipe, un relais 4x4, un relais 4x100, 4x4 pour moi, pas au 4x100, que tu arrives à avoir une médaille, ce qui m'est arrivé au Jeu de la francophonie en 2013, et bah, le goût est différent et j'ai apprécié un peu plus parce que on était tous là, on rigolait, on faisait des cons sur le ça. Après, on avait une interview tous ensemble et l'impact était dilué, en fait, était plus fort, entre guillemets, parce que chacun représentait une chose. Et j'ai bizarrement beaucoup plus apprécié ça. En championnat de France, oui, j'étais premier, j'ai été parfois premier en sélection aussi, mais par équipe, c'est toujours, je sais pas, on se retrouve après, on rigole, on a des sourires, alors que sur le podium, on est quand même tout seul. Après, Mm. pour le palmarès, oui, parler tout seul, c'est waouh, il a été champion. On parle de Bolt, oui, Bolt, c'est le mec. Michael Phelps, ouais, incroyable. Mais quand on parle d'équipe, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Je vais juste rebondir parce que ça fait le lien avec ce que disait Jérémy. Quand il se retrouve même fatigué pour faire un bowling avec ses collègues, c'est ce que j'essaye de dire dans le milieu de l'entreprise. Sonia, tu es toujours là ou tu as disparu? On l'a perdu. Ouais. Elle a disparu. Je Je continue. Je continue. Pour rebondir ce que disait Jérémy sur le fait de prendre le temps de faire un bowling, même après être fatigué, même après avoir fait une journée entière et tout, c'est ce que je me pousse à dire aux collaborateurs qui sont toute la journée chez le client ou en mission ou ont quelque chose à rendre. Et le soir, des fois, il y a un petit verre ou se réunir pour faire un petit cocktail et dire, ah, je suis fatigué, je vais peut-être rentrer. Mais faire le petit shift et prendre le temps d'y aller 30 minutes, 1 heure, et ben, ça crée du lien. Ça crée du lien parce que par défaut, on va dire, ouais, j'ai passé une journée entière dans le bureau, qu'est-ce que je vais aller boire un verre avec mes collègues? Et ben, ça, ce petit truc-là, qui même par-dessus la fatigue, fait que la fois d'après, ils disent, ah, j'ai quelque chose à rendre, je sais que je vais pouvoir compter sur lui ou sur un tel. Et quoi qu'on ait à répondre, que ce soit une mission, que ce soit un appel d'offres, que ce soit quelque chose à rendre pour son N+1 ou quoi. Quand on a confiance en la personne d'à côté pour faire le parallèle avec le travail, c'est juste incroyable. Je pense que tu as vraiment géré, Angèle. Jusqu'ici, on peut partir. On peut continuer. Je suis sûre que c'était top. Et oui, la connexion des Pyrénées-Atlantiques, c'est pas ça encore. Ça, vivre à la campagne. Du coup, sans transition, nous passons à la dernière partie des témoignages sur la résilience et l'agilité. Je sais que des vrais champions, des bons leaders, en fait, ce sont aussi des personnes qui savent gérer les échecs et qui savent gérer les coups durs. En début d'échange, on a parlé énormément de détermination, de persévérance, le fait de toujours répéter aussi des mouvements pour s'entraîner et être encore meilleur à chaque fois, de ne rien lâcher. Justement, dans vos carrières de sportifs de haut niveau et forcément dans vos carrières, je pense à toi Hervé en tant qu'entrepreneur notamment, on a dû essuyer des échecs des fois, des coups durs, et dans l'entreprise on parle beaucoup de résilience, de rebond, surtout après cette période de Covid, etc. Comment le sportif de haut niveau, en fait, il arrive à toujours se relever, parce que c'est assez impressionnant ce nombre de fois où on se prend des coups, on n'est pas bon, il y a des échecs, ça se passe mal. Comment on fait pour se relever à chaque fois? Alors là, j'ai pas déterminé qui prendra la parole avant qui. Moi, je sais que Jérémy, je connais son parcours sportif peut-être encore mieux que Hervé et Angèle, et je sais que il y a eu plusieurs fois où il a dû repartir à l'entraînement et retrouver de la motivation. C'est assez incroyable, je trouve, comme qualité chez les sportifs qu'on doit retrouver chez des bons leaders dans l'entreprise. Je vous laisse la parole. Est-ce que Jérémy, tu veux commencer là-dessus? Ouais, je peux me lancer. Moi, globalement, faut savoir que le milieu du bobsleigh, c'est plutôt un domaine où les gabarits physiques sont vraiment impressionnants. On est sur des gabarits qui font un peu plus d'1m85-90, la centaine de kilos. Ça, c'est un peu le standard en Coupe du Monde. Moi, pour vous donner une idée, je fais 1m75, 85 kilos, donc je suis quand même très loin du morphotype idéal pour ce sport. Donc, j'ai déjà commencé ma carrière avec un énorme handicap. Donc, c'est pas forcément un échec en soi, mais c'est une première barrière.
Et du coup, déjà, de cet handicap, entre guillemets, là, de départ, ça a vraiment déjà nourri en moi une volonté encore plus forte d'essayer de percer dans un milieu qui n'est pas du tout fait pour moi à la base. Donc, je ne sais pas comment d'où ça vient cette envie, mais en tout cas, le sport me plaisait. Je pense que c'est là que ça part. C'est vraiment l'envie de réussir dans un domaine qui me plaisait, malgré le parcours qui a priori, s'offre à moi semé d'embûches. Et finalement, contrairement à ce qu'on pouvait penser de moi au départ, voilà, les managers se disaient bon bah lui il est un peu léger, enfin il est beaucoup léger, il est un peu petit, il va pas satisfaire ce qu'on attend d'un bobber, comme on l'appelle. Et donc finalement, j'arrive en 2013 pour les sélections olympiques en bobsleigh on passe des sélections individuelles avant pour former un collectif. Et en sélection individuelle, évidemment, moi on me fait pousser un chariot qui est plus lourd que les autres parce que mon poids de corps est en déficit par rapport aux autres mecs. Donc, en plus d'être moins fort, d'être moins costaud, ben, je pousse plus lourd, donc j'ai encore des handicaps qui s'accumulent. Et évidemment, ben, je me classe pas dans les tout meilleurs individuellement. Mais voilà, je reste un petit peu tapis dans l'ombre, un peu l'outsider, et j'attends un peu mon heure. Et en fait, la saison commence, et puis je suis remplaçant, et puis finalement, il y a un premier équipage qui se qualifie aux Jeux Olympiques en 2014, et il y a un deuxième équipage qui est un petit peu dans l'antichambre et qui évolue sur le circuit Coupe d'Europe, qui fait des résultats, mais qui manque un peu un top résultat pour aller se qualifier aux Jeux Olympiques. Et du coup, moi, je décide de switcher et de contacter le pilote qui évolue en Coupe d'Europe pour lui dire bon, écoute, on a fait des sélections individuelles au début de saison. Moi, je suis aujourd'hui remplaçant de l'équipage numéro 1, mais individuellement, je suis meilleur que les gars qui composent aujourd'hui ton équipe. Donc, est-ce que ça te dit qu'on fasse un essai? Il reste 2 compétitions avant les Jeux Olympiques. Toi, tu évolues sur le circuit Coupe d'Europe. Il te faut 2 top 8 Coupe d'Europe pour te qualifier au jeu. Pour l'instant, ton meilleur résultat, c'est 13e. Est-ce que ça te dit qu'on tente un coup de poker, tu m'intègres dans ton équipe, même si, a priori, on n'a pas répété les choses ensemble, mais en se basant sur le principe que actuellement ça fonctionne pas, et en essayant avec un élément individuel plus fort, voir ce que ça peut apporter. Et moi, évoluant sur le circuit Coupe du Monde, j'avais un petit peu cette expérience du plus haut niveau que la seconde division mondiale qui était la Coupe d'Europe. Donc finalement, j'intègre l'équipage 2 semaines avant les Jeux Olympiques. Et en fait, on se classe 6e et 7e de la Coupe d'Europe, et on se qualifie aux Jeux Olympiques. Et du coup, évidemment, après, l'aventure se poursuit, et on qualifie 2 bobs aux Jeux Olympiques en 2014. Donc, du coup, je sais plus pourquoi je vous raconte ça. Mais je vais du coup refiler parce que le temps là est terrible, file trop vite. Arrête de regarder le temps. Mais moi, ce que je retiens là, Jérémy, et c'est vraiment ce côté où ce stam en fait de battant là, ce que je disais, le mindset de battant, c'est comment tu l'as aussi, et ce qu'on peut récupérer pour les leaders dans les entreprises, c'est oser en fait. Là, tu nous racontes une expérience où tu as osé en fait aussi aller demander, et tu étais l'outsider dans le panel, mais tu as quand même, tu y as cru, il y a de la confiance, et il y a du culot, moi je trouve, dans ça, et c'est ce que j'ai envie de retenir de ton expérience, et bravo pour ça, merci de l'avoir partagé pour nous. Angèle, Hervé, on parle de rebond. Moi, forcément, quand j'entends rebond, je vois le ballon de basket, mais je vous laisse gérer entre vous qui prend la parole sur cet effet résilience, agilité. Comment un leader peut rebondir après un échec et remotiver ses troupes? Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jérémy. Comme ça, après, Hervé, tu finis comme on a du temps. Et ce qu'il a dit, son témoignage est incroyable. Et je pense que c'est de nous tous, c'est le plus impressionnant. Et je rebondis sur ce qu'il a dit dans le sens où, quand il s'est retrouvé, je pense, tu me corriges si j'ai tort, dans cette position-là, tu es obligé de mettre de côté les connexions neuronales et te dire, je tente un coup de poker, j'ai confiance en moi, ça se trouve, le jour avant, je vais me blesser, mais on s'en fout, j'y vais et je lance mon hameçon parce que j'ai confiance en moi. Et je pense qu'un leader doit avoir ça, doit dire, OK, on a tout fait, c'est pas à 100%, la présentation n'est pas génialissime,
mais ça va passer. Ça va passer parce que le pitch va être génial, parce que l'équipe a une motivation incroyable, parce que l'énergie est incroyable. Et je pense que c'est pour moi le parallèle de dire ça. Je dire j'y vais parce qu'on pourra avoir peur. Je suis premier remplaçant, imagine ou quoi. Alors que tu mets ça de côté et tu fais, comme on dit en anglais, tunnel vision, c'est-à-dire que tu vois ce qu'il y a au bout et tu n'as pas les parasites qui viennent et tu dis que tu dois aller au bout quoi qu'il arrive parce qu'il faut sortir du tunnel. Et bah, quoi qu'il arrive, comment dire, les choses vont venir à toi. Et c'est le témoignage de Jérémy, c'est ce qui me vient le plus. Et un leader ou les personnes qui sont ici, qui nous équipent, doivent se dire ça. Tu n'es pas obligé d'être parfait, tu n'es pas obligé d'être au top, tu n'es pas obligé d'être le meilleur parce que tu sais au fond de toi, il y a quelque chose qui dit que ça va passer. Donc si tu l'as, si ça vient, tente-le. Parce que quoi, vaut mieux tenter, se prendre un mur qu'avoir des regrets et pas l'avoir tenté. Et là, je te passe le témoin, Hervé. Ah là là. Magnifique. Là, je prends la balle au bon et exactement, le rebond, c'est juste la clé, aussi bien entrepreneur, pour une entreprise en difficulté, pour une carrière. L'art du rebond, c'est juste un état d'esprit. Un esprit de jamais lâcher. Encore une fois, être bien aligné. J'ai quelques petits exemples. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, dans ma jeune carrière, je joue à l'Asvel Basket à Lyon. Je suis parti en claquant la porte parce qu'on m'avait pris pour un imbécile. Au moment où je suis parti, on s'est dit, bon, on va lui pourrir un peu sa réputation. Du coup, c'était un peu difficile pour moi et j'ai su rebondir parce que j'étais motivé, que j'avais l'intuition que je pouvais faire mieux et que je me suis accroché à ça. De la même manière, quand j'étais en France à l'époque, on faisait l'Euroleague, c'est la Champions League du basket. On allait jouer contre les champions d'Europe en titre. C'est CSKA Moscou qui fait partie des équipes très récurrentes dans le basket. Et je me souviens, il y a un match, on avait perdu 40 points. On avait pris 40 points. 40 points, en gros, c'est une fessée sportive. En gros, c'est comme si tu perds 5-0 face à une équipe. Voilà, c'est à peu près le même niveau. Et quelques années après, je me retrouve à jouer pour le club de Rome en Euroleague contre CSKA Moscou à Moscou. Autant vous dire que mon curseur de motivation et le goût du sable dans la bouche que j'avais X années plus tôt était bien présent. Et on est allé faire le match, certainement l'un des matchs les plus carrés en termes de stratégie et de précision pour aller gagner sur le terrain du champion d'Europe en titre, qui l'année en cours en plus a fini vice-champion. Ils ont perdu en finale de 2 points. Donc, ce genre de levier-là, tout comme d'autres, je vais le transposer maintenant sur ma vie d'entrepreneur, le Covid. Le Covid est arrivé, j'avais des deals en cours, des discussions, je devais accompagner des entreprises. Je ne vais pas donner les budgets, ce n'est pas le but, mais j'avais des entreprises qui se sont désistées au dernier moment parce qu'ils ont des problématiques de Covid et il a fallu faire un rebond. Et ce rebond, j'en ai profité en allant chercher avec les cliniques un essai clinique, phase 1 de 6 mois, dans 3 régions différentes, pour du coup, en attendant de pouvoir retravailler, accélérer cet essai clinique pour rebondir dessus et réaccompagner les entreprises avec une nouvelle validation. Et aujourd'hui, grâce à cette validation, j'accompagne les structures pour la problématique des TMS ou la problématique des RPS, risques psychosociaux, avec cette validation en plus qui rassure tout le monde. Donc, j'ai transformé un temps dur, un temps difficile, je me suis basé sur mes acquis sportifs, vers quelque chose qui me sera utile pour ne jamais perdre de temps. Parce que le sportif est toujours dans l'optimisation. Merci pour ce parallèle hyper éclairant, Hervé. J'ai quand même envie de vous poser une question qui m'est très chère, je trouve, et qui va pouvoir aider justement les managers, les leaders d'entreprise. Vous avez tous lâché votre carrière de sportif de haut niveau ou en cours de... Je regarde Hervé, Jérémy. Hervé, il essaye de s'accrocher au 3-3 maintenant. Exact. Il ne veut pas lâcher. Pas encore. Mais en quel moment, en fait, on lâche? Parce que le leader, c'est ça. On parle de cette détermination, on va au bout. Mais aussi, ce leader, il a une conscience et à un moment, il peut se dire en raison et toute légitimité. Bon, là, il y a un moment aussi, il faut lâcher et on calme le jeu. Et on passe à autre chose, on se renouvelle ou on invente autre chose. Il a selon moi, le leader, et je pense au monde de l'entreprise, il a cet éclairage. On ne va pas foncer dans le mur avec ses équipes, on est d'accord? Donc, à quel moment on se dit on lâche? C'est une évaluation du risque? Qu'est-ce que c'est qui vous fait lâcher à un moment donné la carrière de sportif de haut niveau? Moi, je pense que c'est des rencontres, pour ma part. C'est des rencontres et savoir, comme quand on est dans sa chambre d'hôtel ou en transition pour aller d'un pays à un autre, on reste dans sa bulle, on focalise, on visualise ce qu'on va faire. Et forcément, à un moment,
on visualise son futur. Et l'idée, c'est vraiment de savoir, pour ma part, encore une fois, capter ce truc. Qu'est-ce que j'ai rencontré une personne à ce moment-là, garder les contacts. Quel manager, quel event m'a fait que dans ce pays, j'ai rencontré cette personne-là. Il y a ce petit truc-là, un moment qui clip et qui reste. Pour prendre une citation, pour rebondir sur ce que disait Hervé, et que moi j'adore les citations, Nelson Mandela a dit une fois, Either I win, either I learn. C'est où j'apprends, où je gagne, où j'apprends. C'est que je perds jamais. Dans ma tête, le fait de perdre, c'est un apprentissage pour la suite, pour ne pas refaire cette erreur-là. Donc, dans la transition de carrière, c'est ça. C'est un moment, il y a quelque chose qui vient, une rencontre, quelqu'un, un truc, une idée. Ah, mais les bêtes, ton idée. Non, garde-la, mets-la dans un coin parce qu'elle peut peut-être fleurir comme Hervé a créé ses boîtes, tu vois. Et là, Jérémy, pareil. Jérémy, sa transition, elle va être incroyable parce qu'il a un background incroyable qui va transmettre ce qu'il vient de dire là. Je prends une poignée de personnes et peu de personnes connaissent ça ou même l'ont vécu. Donc, arriver à transmettre ça à un collectif, c'est assez incroyable. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est ce qui arrive à un moment et on le capte, on le garde et on l'arrose et on le fait fleurir. Et je me permets de rebondir, tu vois, sur tes propos, Angel. Peut-être que, je mets une hypothèse, que ton non-verbal, en fait, que ton inconscient avait déjà travaillé le sujet et que ça a provoqué tes rencontres qui spontanément ont senti que tu étais prêt. Tu vois? Parce que finalement, en fait, moi, je suis team non-verbal. C'est-à-dire qu'en fait, le non-verbal donne, à mon sens, beaucoup plus d'informations que ce qu'on dit. Et surtout, ça permet de savoir si la personne est vraiment alignée. Donc, si jamais vous avez... alors, j'espère qu'il n'y en a pas présent, mais des managers toxiques qui vont vous dire une chose et le non-verbal dit autre chose. Donc, là, déjà, ça sent pas bon. Puis, des fois, on accompagne aussi là-dessus. Mais l'important, il est là, c'est de se dire peut-être que le non-verbal est prêt, l'inconscient est prêt, et ensuite, le reste devient naturel et spontané. Une fin de carrière, c'est évident. Je me souviens quand j'ai eu mon titre continental, donc du coup Ligue Amérique, donc l'Amérique latine avec Guaros de Lara, et que je tiens mon trophée, j'ai cette image où j'ai un sourire d'enfant et je me suis dit, ça y est, je l'ai eu, je vais pouvoir me détendre. Ça ne veut pas dire que je vais lâcher, hein, mais c'était un signal où je me suis dit, ça y est, je suis prêt à faire cette bascule parce que je suis allé là où je souhaitais. J'avais cumulé suffisamment et j'étais prêt à lâcher un peu le basket et laisser rentrer pleinement autre chose vraiment dans mon quotidien. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté maturation. Et pour moi, le meilleur moment pour arrêter, c'est un moment qui est naturel, qui n'est pas fort. D'accord. Tu te reconnais là-dedans, Jérémy? Ouais, totalement. Je vais vraiment rebondir sur ce que dit Hervé. Moi, donc du coup, je suis encore en carrière sportive officiellement. Ça va se terminer très prochainement là, au retour des Jeux Olympiques. Il va y avoir des championnats de France à la Plagne au mois de mars et ça va être ma dernière compétition. Et en fait, moi, jusqu'à l'obtention de mon diplôme de kiné en 2020, donc je suivais la scolarité aménagée en parallèle de ma carrière sportive de haut niveau. Et pour moi, c'était tant que j'avais pas obtenu ce diplôme, pour moi, c'était hors de question de lâcher la carrière sportive. Parce que déjà, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir deux choses dans sa vie et pas de mettre tous les mêmes œufs dans le panier, enfin les œufs dans le même panier. Et aussi, voilà, Hervé, il a dit, je suis allé chercher ce titre et maintenant je vais me détendre. Et ben moi, je suis allé chercher ce diplôme et maintenant je vais pouvoir me détendre, moins de pression en disant, ok, si sportivement ça se passe mal, et ben j'ai quelque chose pour rebondir parce que de toute façon, je sais que j'ai assuré un petit peu mon avenir, je suis par rapport à ça. Donc, tu vois, c'est des petites choses qui font que petit à petit, on va mieux accepter la fin de carrière parce que de toute façon, on sait que c'est éphémère et que ça ne dure pas toute une vie. Et que du coup, on va être aussi plus en, plus en adhésion avec ce qui nous attend. Ça, je pense, c'est vraiment un point important, l'adhésion avec ce qu'on fait, l'adhésion en rapport avec ses valeurs perso, etc. Et du coup, ça aide vraiment à faire la transition. D'accord. Merci. En parlant de transition, je dois la faire parce qu'il est l'heure. Et je vais vous demander, avant de passer aux questions de nos intervenants, même si je pense qu'on a répondu à déjà beaucoup de choses, je vais écourter, dommage, les questions intervenants, mais on va le faire quand même. On va prendre 5 minutes pour ça, même si on doit déborder. Je vous demande un petit ingrédient secret en un mot. Comme ça, on ne déborde pas, c'est encore plus challengeant. L'ingrédient au singulier secret pour devenir un leader digne des grands champions comme vous. Voilà. Alors, Hervé, c'est même pas un mot, c'est un geste. Alignement. L'alignement, Hervé. Être aligné entre ses ambitions, ses valeurs, soi et ses projets. Angèle, qu'est-ce que tu dirais?
Bah, donner l'exemple et donner prendre l'action, faire la chose en premier, tu vois. Enfin, prendre le risque. Exemplarité. Ouais, Un l'exemplarité. mot, exemplarité. L'exemplarité. Ouais. Ouais. Et toi, Jérémy? Ben, moi, en fait, ce serait trois choses qui se regroupent en une. C'est ce qui caractérise un peu ma carrière sportive, c'est la rigueur, la régularité. Angel, il l'a dit au début, la répétition des choses mène à la performance. Donc, la C'est les régularité. 3 R alors. Les trois R, c'est la rigueur, la régularité et être résilient, parce qu'il ne faut pas abandonner. Alors, Voilà. Donc, oui, voilà, c'est ça. on peut dire que c'est les 4 R. Super, on les note. Voilà. Merci pour ces. On resterait l'après-midi à faire ça. Le temps, il est passé vite. Avec vous, hein. C'est clair. On va prendre le temps des questions. Je vous remercie vraiment tous les trois pour ces échanges hyper riches. Je remercie aussi les personnes qui nous ont suivis, les participants qui se sont inscrits. Restez là, ceux qui peuvent et qui ont le temps pour pouvoir poser vos questions à nos 3 champions. Et on sera ravis d'y répondre, en fait. Donc, on se prend un petit temps questions-réponses tout de suite. Et pour ceux qui doivent vraiment filer, un replay sera disponible juste à la fin de ce webinaire. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Annuaire QVT. On aura plein de choses à échanger avec vous. Donc là, pour l'instant, on reste pour nos questions-réponses. Je vois que Magali a posé plusieurs questions dans l'onglet questions-réponses. Tac, tac, tac. Alors, quels tips pouvez-vous donner pour réussir à gérer l'hyperactivité liée au stress et à l'intensification des activités? Hervé. Là, c'est une question pour Hervé. Pas de souci. L'hyperactivité liée au stress. Et c'est quoi la fin de question? Et l'intensification des activités, donc une période très intense d'activité. Alors, oui, effectivement, très, très belle transition. Des petits tips. Sur plusieurs projets. En général, un tip, ce que je fais, c'est que je mets un chrono, je fais différentes choses un peu actées. Et en fait, quand le chrono se passe, j'ai 3 minutes pour faire un jeu. Donc, je me prépare des petits jeux. Pendant que je suis en train de bosser de manière très, très profonde et que je vois que mon cerveau il est en train de monter les tours, j'ai mon chrono qui sonne à différents moments. Bim, je fais une pause et je vais jouer un petit jeu. Alors, des fois, je joue au Speeder Solitaire. Des fois, j'ai un petit jeu, le jeu du serpent ou des choses comme ça. Je fais des coupures pour que mon cerveau se dise, en fait, je suis en train de jouer. Et à la fin des 3 minutes, ça ressonne, je repars dans une logique. Et du coup, en fait, c'est comme si je hackais mon cerveau en lui disant, ça va bien se passer. Okay. Et du coup, on peut bosser régulièrement, en longue durée, avec des pauses comme ça, un peu comme la micro-sieste, mais le micro-jeu. D'accord. Voilà. Waouh, super. J'utilise régulièrement. Top. Merci pour ce tips. Merci. On continue. Prochaine question. Quelle nuance faites-vous entre manager et leader? Du coup, Angèle qui avait répondu. Voilà. On la passe. Est-ce que tous les sportifs sont des bons leaders? Parce que du coup, c'est vrai que j'ai appuyé sur le fait que les recruteurs dans les entreprises, on disait beaucoup que les sportifs de haut niveau étaient des super éléments et qu'ils ont toutes ces parties soft skills déjà à un niveau très haut. Est-ce que tous les sportifs de haut niveau sont vraiment des bons leaders, selon vous? En tout cas, est-ce qu'ils ont les compétences pour? C'est comme si on disait, est-ce que tous les sportifs peuvent être des bons coachs? Non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si on fait le parallèle. Et pour moi, c'est encore une fois, c'est l'échange, la qualité qu'on va avoir avec ces sportifs-là. Ils ont la base, ils ont la structure pour faire que l'immeuble soit solide et ne tangue pas et ne s'effondre pas. Mais est-ce que ils ont les étages, l'expérience, la résilience, la détermination, le recul, ça. Et ça se découvre autour d'échanges pour moi. Donc au-delà en fait des capacités persévérance, parce que tout sportif va l'avoir de haut niveau, la rigueur, etc. Moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment cette capacité relationnelle pour être un bon leader aussi. Cette capacité à être en empathie avec les autres, à être bon communicant également, ce sont des qualités pour être un bon leader que tous les sportifs n'ont pas forcément. Puis ça se voit aussi, je rebondis rapidement, mais ça se voit aussi dans la carrière d'un sportif.
Il y a des athlètes, en fait, en observant leur carrière, l'évolution de leur carrière, on a une idée un peu de l'entrepreneur qu'il sera ou du collaborateur qu'il sera plus tard. Puisque finalement, la carrière n'est que l'extension. Par exemple, Jérémy, tu vois, si je devais analyser de manière express, tu es parti d'une discipline, tu as su rebondir vers une autre discipline. Donc, du coup, en termes d'adaptabilité, je suis certain que demain, quoi que tu fasses, tu seras capable de rebondir encore plus facilement que nous parce qu'au sein de ta carrière même, le rebond était inclus de manière naturelle. Tu vois, en général, une carrière, c'est un futur qui nous ressemble. Donc, tu vois, moi, j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. Et donc, gérer plusieurs choses en même temps, ça c'est devenu même une seconde nature. Limite, si je fais qu'une seule chose, j'ai l'impression d'être moins compétent parce que j'ai peur d'être moins concentré. Parce que le fait de faire deux choses, ça me donne un angle en 3D. Tu vois, c'est juste une extension. Mais on bossera certainement ensemble, j'en suis convaincu. J'ai Caroline qui nous pose une question intéressante. Dans le monde de l'entreprise, on peut adopter le mindset fake it until you make it. C'est sûrement plus compliqué, difficile à appliquer dans le monde du sport. Qu'en pensent nos sportifs de cette manière d'aborder les choses? Est-ce qu'on peut vraiment faire du fake it dans le sport? Impossible. Mais c'est peut-être pour rentrer dans un, et même ça encore, hein, pour entrer dans un comment ça s'appelle, dans un collectif ou dans un groupe ou quoi, même ça, le coach va demander t'as fait quoi, quel est ton parcours, quel est ton chrono, donc c'est très compliqué à faire. En tant que sportif, je crois que c'est très très dur à faire. On peut pas le faire parce qu'au bout d'un moment, il y a un public, il y a un résultat. Il y a eu une arnaque une fois d'un footballeur qui du coup avait réussi à se faire passer pour un footballeur un peu plus connu, à donner des vidéos à un agent. Et il a signé un contrat, je pense que tu l'avais vu passer, Angel aussi. Et en fait, le premier jour de son entraînement, il est arrivé en disant je suis un peu boiteux, je suis pas bien. Donc il a joué, on s'est dit mais le mec, il est hors de forme, il connaît rien, les positions. En fait, il avait jamais joué au foot de sa vie. Il avait réussi à arnaquer un agent de joueur en lui parce qu'il ressemblait à un joueur pro qui jouait au fin fond de l'Amérique latine ou je sais pas d'où. Et du coup, le premier jour, il s'est entraîné, mais au bout de 3 jours, on dit non mais le problème c'est que son contrat était signé. Donc ils ont dû le payer. J'ai plus le nom parce que c'est une vieille histoire. Et ça avait fait alors, quelques titres, mais pas trop parce que le club n'est pas très fier de se dire que l'agent a recruté. Quand il est arrivé, ils ne se sont pas dit non, ça sent pas bon. Voilà, il n'a pas l'air d'être sportif. On ne peut pas tricher dans le sport. J'ai un autre exemple qui est très drôle. Et après, j'arrête. C'est la fille qui fait un podium au marathon de New York en prenant le métro. Ah oui. Non. Elle court, elle se cache le truc, elle prend le métro, elle ressort quelques rues plus loin, elle fait podium au marathon. Sauf que karma oblige. Waouh, incroyable et tout. Et quelqu'un qui l'a vu à la télé dit mais moi je l'ai vu dans le métro, c'est tout. Donc, dans le sport, comme dans le milieu de l'entreprise, exemplarité oblige pour être un bon leader. Ça nous rattrape au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. On va devoir s'arrêter là-dessus. Il est 14h38. On a dépassé depuis un petit moment. J'ai des questions de Magali pour Hervé en direct. Donc, ce que je fais, c'est que Magali, vos questions, je les bascule à Hervé et il vous recontactera ou il vous répondra en direct. Ça nous évitera de déborder plus que ça sur le webinaire. Si c'est OK pour vous, on fait comme ça. Pas de souci. Okay. Écoutez, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Pour tous les participants, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre groupe LinkedIn Parlons QVT. Vous avez tous les prochains rendez-vous qui seront notés là-dessus. On essaye de faire des webinaires. N'hésitez pas à nous suggérer aussi des thèmes de webinaires ou de tables rondes virtuelles que vous avez envie d'aborder. On est très, très ouverts. Je me permets, j'ai vu passer un collègue là de Impact 2024 avec le comité olympique. On a fait la même formation, Sébastien Bichon. J'espère le voir sur un webinaire parce que son passif et son vécu est vraiment notable, exceptionnel. Donc voilà, je fais une petite passe décisive. Super. Je ferai les passages de coordonnées si besoin, mais il a vraiment on a beaucoup échangé et je pense qu'il aura beaucoup à apporter sur un webinaire comme ça. Voilà.
en effet. Eh ben, merci beaucoup. Salutations. J'ai vraiment apprécié animer cette table ronde avec vous. Petite mention à tous ceux qui ont pu dire qu'il n'y avait que des hommes sur cette table ronde. Je représente un peu les femmes quand même. Et on serait ravis d'accueillir une prochaine fois des sportifs de haut niveau. Merci. Je fais un coucou à un ami là qui s'est connecté, il s'appelle Mathieu, que j'ai connu à Compiègne aussi quand je m'entraînais là-bas. Donc je lui fais coucou parce qu'il s'est connecté pour le webinaire. Merci à tous. Dédicace. Grave. Merci. Merci à tous les trois. À bientôt. Ciao, ciao.